Donc, bonsoir à tous, merci de vous être joints à nous pour cette présentation ce soir proposée par Hugues Tariel et Jérôme Bernard, ainsi que Loïc Morel qui rejoint les équipes, donc vous nous en direz un mot. Donc Happy Capital, vous nous connaissez, on est un site de crowdfunding qui finançons des projets à impact, dont Diafir, dont le sujet ce soir fait partie, puisqu'il propose un diagnostic pour déterminer si le patient a ce qu'on appelle la NASH ou non, une maladie qui concerne 5% de la population mondiale. Voilà, je ne vais pas en dire plus pour pas déflorer le sujet. Donc je vous laisse la parole, Hugues, Jérôme et Loïc. D'accord, merci à tous d'être là et de votre intérêt pour Diafir. Donc, on va vous présenter un projet de diagnostic rapide et innovant. Je pense que si vous avez tous eu accès à la plateforme, vous avez déjà les grandes lignes de notre projet. On va vous le présenter plus en détail, mais pour commencer, donc il y a Loïc qui nous a rejoint donc cette semaine, qui va se présenter, qui sera donc une grande aide pour la commercialisation de nos produits. Et je vais laisser, donc on va brièvement Loïc se présenter dans un premier temps, et ensuite on reprendra la présentation de Diafir telle qu'elle est prévue sur le site. Merci Hugues, et excusez-moi si vous entendez du bruit, mais j'ai des travaux, je suis désolé. Donc je suis Loïc Morel, je suis médecin de formation, j'ai travaillé depuis 30 ans dans l'industrie pharmaceutique, en France, en Suisse et au Canada. J'ai dirigé le cardiovasculaire, métabolisme et respiratoire chez Novartis au niveau mondial, à Bâle, pendant 6 ans. Après, je suis parti au Canada. J'ai une expérience aussi française avant. Je suis parti au Canada pendant 10 ans où j'ai dirigé une start-up suisse-canadienne. Et j'ai quitté il y a une dizaine d'années pour rejoindre une société qui s'appelle aujourd'hui Eurobioscientifique et qui est une société de diagnostic, qui est le 6e acteur français. J'avais repris une société qui était à la fois dans le thérapeutique et dans le diagnostic, qui dépensait 15 millions par an. Et en l'espace de 10 ans, aujourd'hui, la société va faire 120 millions de chiffres d'affaires vraisemblablement à la fin de l'année. Donc j'ai rejoint Diafir parce que je connais un peu le diagnostic, enfin je connais le diagnostic, et parce que je trouve également que leur technologie est vraiment très intéressante et qu'elle répond dans les infections ostéo-articulaires, c'est sûr, mais également dans la NASH, elle répond à un besoin qui est vraiment important, ce qui est le problème du TROD, hein, les tests rapides d'orientation diagnostique, où aujourd'hui on a besoin, dans des cas bien particuliers, d'avoir des réponses rapides. Et un test qui donne une réponse rapide en 15 minutes est vraiment très important pour orienter les patients et que les coûts soient vraiment dirigés sur les patients qui le méritent, que les antibiothérapies, dans le cas des infections ostéo-articulaires, soient dirigées vers les patients qui en ont besoin, car on sait qu'il y a un énorme problème d'antibiorésistance qui est en train de créer dans le monde, et encore plus en France. Donc ce genre de test répond vraiment à ce besoin pour que ce soit les rhumatos, les internistes ou les orthopédistes. Voilà. Et j'ai travaillé à la fois dans des sociétés cotées et non cotées, puisque la dernière société dans laquelle je travaillais était une société cotée, j'étais président du directoire. Très bien, merci Loïc. On va passer donc à la présentation. Donc je vais partager mon écran. Hop. Donc le principe, ça va être d'être assez rapide sur la présentation pour pouvoir laisser le plus de place possible aux questions. Alors pour l'instant, on ne la voit pas, Hugues. Alors là, oui. C'est le petit effet habituel, Bonaldi pour les plus anciens qui connaissent. Je regarde si j'ai pas la présentation et puis le cas échéant, j'essaie de partager. Ouais, parce que là, on l'a testé juste avant, ça fonctionnait bien, et là, je peux répéter. C'est classique, t'inquiète pas. T'as regardé, c'est en bas à gauche? Oui, non, là, il est.
Il me propose de redémarrer mon navigateur, mais je pense pas que ce soit une bonne idée tout de suite. Parfois, Alors, si vous pouvez la placer, sinon, ouais. je la cherche. Sinon je redémarre, je vous quitte 3 minutes et puis je reviens tout de suite. J'ai une présentation, mais qui date du 13 novembre. C'est celle-là, je pense. Je suis pas sûr. Non, c'est 2 pages, je vois, donc ça doit pas être celle-là. Dans ces cas-là, je suis désolé, je vais devoir me déconnecter, me reconnecter. Pas de souci, on t'attend. Ok. Donc Loïc, votre parcours est tout à fait intéressant, hein, je pense, dans le cadre du développement commercial de Diafir. C'est une recrue de choix que vous êtes, si je peux me permettre. Je connais le domaine, le diagnostic en France, en Europe et puis dans le reste du monde. Et puis, j'ai fait plusieurs acquisitions on a commercialisé un produit dans ce domaine qui était plus axé sur les prothèses, les infections sur prothèses de hanche. Et c'est un marché qui est complexe, mais on a quand même eu une très bonne connaissance avec ce marché. Et puis, j'ai une très bonne connaissance aussi des distributeurs. Et je pense qu'il y a, il y a également dans l'équipe avec Jérôme des gens qui connaissent bien. Donc, c'est ce qui m'a aussi attiré dans la société. On l'a rappelé, enfin, je ne l'ai pas rappelé en préambule, hein, mais il y a 2 tests de diagnostic que Diafir exerce. C'est le test autour donc des articulations et d'une forme d'arthrose septique, et le test NASH. Voilà, il y a bien cette double compétence de diagnostic pour ces 2 pathologies, pardon. Le tout étant soutenu par une technologie, donc infrarouge. Mais ça y est, la présentation arrive, donc je ne déflore pas plus. Très bien. Bon, désolé pour ce contretemps technique. Donc, je vais vous présenter brièvement la plateforme et ensuite, Jérôme vous présentera les essais qu'on a en cours pour le développement de nos tests. Donc, comme il a été évoqué, donc on a un test rapide, donc pour faire un dépistage rapide des patients d'une façon assez simple. Donc, on part d'un échantillon qui peut être soit du sérum sanguin pour la NASH, soit du liquide synovial pour les infections articulaires, qu'on va les déposer sur un capteur, le petit capteur que vous pouvez voir en haut à gauche de l'écran. Ce capteur étant placé donc ensuite dans un spectroscope qui va permettre de recueillir un profil métabolique, donc une empreinte infrarouge. Et cette empreinte, elle va être différente selon le fait que le patient soit malade ou en bonne santé. Et donc pour ça, on a développé des algorithmes qui vont convertir cette empreinte en un score diagnostique, en une information diagnostique directement exploitable par le praticien. Et donc tout ceci en moins de 15 minutes, ce qui lui permet de tout de suite adresser son patient dans le bon parcours thérapeutique. Alors, pour résumer, Diafir a été fondé il y a maintenant bientôt 10 ans. Et donc, on a développé des collaborations avec les plus grands centres hospitaliers français pour d'abord valider la technologie, établir les preuves de concept et enfin arriver au marquage CE, comme on va le voir sur notre première application et bientôt sur la NASH. Je te laisse décrire plus en détail les essais cliniques, Jérôme. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, comme vous pouvez voir sur le bas de cette diapositive, on a 2 axes de développement de tests rapides qui sont la détection rapide des infections ostéo-articulaires, notamment de l'arthrite septique, pour lequel nous avons déjà déposé un marquage CE en autocertification courant d'année dernière. Et nous avons récemment publié dans une revue internationale les résultats dans rhumatologie. Et l'objectif de ce test est d'identifier rapidement le risque infectieux lorsqu'une personne se présente pour une douleur aiguë d'une articulation
Et le premier réflexe, donc c'est souvent une articulation gonflée, le premier réflexe du praticien est d'exclure la probabilité qu'il s'agisse d'une infection parce que les conséquences peuvent être assez graves. Donc ici, c'est une gestion rapide du risque. Et comme décrit par Hugues, nous avons développé et validé un test permettant une exclusion de ce risque avec des performances assez bonnes en moins de 15 minutes au plus près du patient. Ce qui permet d'éviter à la fois des antibiothérapies probabilistes en attendant le résultat qui est basé sur une culture des pathogènes en laboratoire de biologie clinique qui peut prendre jusqu'à 2-3 jours, dans le meilleur des cas. Et donc, on répond à cette problématique. L'autre développement est le développement d'un test permettant la détection ou l'exclusion du risque de la NASH, qui est une maladie métabolique du foie, qui conduit à une cirrhose et à des carcinomes, dans le pire des cas. Et pour cela, nous avons 2 développements cliniques en cours, un visant les patients obèses, parce que c'est lié à l'obésité et au diabète de type 2 notamment, et un visant une population dite plus générale. Donc, dans le cadre des patients obèses, nous avons fini le recrutement des patients. Nous avons obtenu environ plus de 300 patients analysables et les analyses du test se feront au courant du premier trimestre 2021 pour un objectif de marquage à mi-année 2021. Et concernant la population dite générale, c'est une collaboration avec le CHU d'Angers et 7 autres centres d'investigation en France. Et l'objectif est d'obtenir un marquage CE fin 2022 pour cette catégorie de patients. Donc rapidement, comme je vous l'avais dit en préambule, au niveau des infections ostéo-articulaires, c'est un risque, c'est une pathologie rare mais pas exceptionnelle et c'est une urgence thérapeutique. Elle touche environ 1 à 3% des adultes dans les pays développés et la prévalence augmente fortement avec l'âge. Elle peut elle peut être multipliée par 10, passer 60 ans et elle est également accentuée chez les patients qui ont des pathologies auto-immunes telles que l'arthrite rhumatoïde. Alors, les cas en France, dernière publication de 2013 était de 18 000 cas avérés, mais il semblerait que le nouveau chiffre montre une infection qui touche plus de 50 000 personnes en France par an. Et elle est associée à une très forte mortalité, 10%, ce qui est non négligeable, et également une très forte morbidité, à savoir que si elle n'est pas prise en charge rapidement, il y a environ 50% d'effets à long terme sur les articulations après un an. Donc, c'est une urgence thérapeutique et diagnostique. Le traitement est une antibiothérapie qui se fait au niveau hospitalier et qui peut durer entre 7 et 11 jours. Alors, problématique du diagnostic, comme vous l'avez dit, c'est non pas la qualité du diagnostic qui est basée à la fois sur le jugement clinique du praticien, mais principalement sur une mise en culture du liquide synovial qui peut durer 2 à 3 jours. Et ce délai, en fait, induit, lorsqu'il y a une suspicion d'infection, une antibiothérapie préventive, qui nécessite une hospitalisation et qui concourt également à une augmentation de l'antibiorésistance. Et donc, afin de à la fois réduire ces antibiothérapies non nécessaires ou mal orientées, il est impérieux d'avoir un test rapide, fiable et proche du patient. Prochaine diapositive, s'il te plaît, Hugues. Donc, brièvement, les infections ostéo-articulaires, vous avez des infections à la fois sur les articulations dites natives et sur les articulations avec prothèse. En France, le coût total des infections ostéo-articulaires est d'environ 450 millions d'euros en 2013 et ne fait qu'augmenter depuis. Et aux États-Unis, il est d'environ plus de 500 millions de dollars et sera estimé à plus de 1,5 milliard de dollars dans l'année 2020-2021. Alors, il y a des acteurs principalement sur la détection des infections ostéo-articulaires sur prothèse, vous voyez en bas à gauche. Et on a dressé un petit
diagramme en bas à droite positionnant Diafir sur les infections articulaires natives, où on est à la fois par la technologie et le positionnement, une des seules sociétés au monde à s'adresser à cette problématique. Prochaine diapositive. Donc, pour faire bref, nous avons déjà obtenu des résultats très probants dans les infections ostéo-articulaires natives, en collaboration notamment avec différents centres d'investigation de l'ouest de la France, et nous continuons nos développements parce que nous avons en ce moment un test, une validation continue de ce test avec 6 autres centres hospitaliers de référence en France. Donc, les machines sont déjà placées dans 6 centres. Brièvement, vous voyez en bas à droite la performance du test et qui nous permet de classer correctement les patients à plus de 80% et notamment d'exclure le risque infectieux avec une sensibilité, donc une performance de plus de 92%. Hein, c'est ce qu'on appelle la sensitivity que vous voyez dans la colonne VAL. Deuxième ligne à 0,92. Donc, 92% des cas, on est certain que le patient est bien non infecté. Pour vous donner une petite idée, on parle beaucoup du Covid en ce moment forcément et des tests, par exemple, antigéniques. La sensibilité des tests antigéniques pour exclure le risque n'est de l'ordre que de 70%. Voilà. Hein, donc, sur 100 patients qui seront négatifs, il y en aura 30 où on ne peut pas être certain qu'ils soient réellement négatifs. Nous, dans 92% des cas, sur 100 patients, 92, on est certain qu'ils sont négatifs. Ce qui est une très bonne performance par rapport aux besoins actuels. Hugues, prochaine diapositive, s'il te plaît. Non, dans l'autre sens. Merci. Alors, l'autre champ d'investigation est une pathologie du foie, une pathologie métabolique qui s'appelle la NASH, stéatohépatique non alcoolique. Comme indiqué, elle affecte environ 5% de la population adulte dans le monde. Elle a une prévalence très importante chez les patients, les personnes atteintes d'obésité ou de surpoids, mais également chez les personnes atteintes de diabète de type 2. C'est une maladie qui est mal diagnostiquée parce que le standard actuel est une biopsie du foie. Donc, on vous enfonce une grosse aiguille à travers entre les côtes pour atteindre le foie, prendre un prélèvement et le lire sur des lames et évaluer si vous êtes atteint de cette pathologie. Et donc, il y a un fort besoin, c'est un diagnostic fort invasif qui induit potentiellement des douleurs, qui immobilise le patient et qui a des risques de saignement non négligeables. Donc, il y a un besoin très impérieux de trouver une méthode moins invasive qui permet d'identifier ce risque le plus rapidement possible. Parce que, comme je vous ai expliqué, la NASH en haut à gauche, si elle n'est pas prise à temps, va conduire à une fibrose, c'est-à-dire des cicatrices au niveau de votre foie va se durcir et vous allez avoir malheureusement en stade terminal une cirrhose, voire un cancer du foie. Et malheureusement, par exemple, la NASH aux États-Unis est devenue la première cause de transplantation du foie en 2020. Pour vous donner une idée, l'obésité, c'est-à-dire un indice de masse corporelle supérieur à 30, qui est le ratio du poids sur la taille au carré, touche 650 millions de personnes dans le monde. Prochaine diapositive. Pardon, j'étais un peu vite. Oups, voilà. Donc, Oui. Merci. Donc, il y a un besoin impérieux de trouver des tests non invasifs et également des thérapies, parce que pour le moment, il n'y a pas de thérapie sur le marché, bien qu'il y ait énormément de compagnies pharmaceutiques ou biotechnologiques qui sont en développement clinique, pour citer certaines, soit américaines, soit françaises. Il est estimé que le marché global de la NASH thérapeutique serait entre 15 et 20 milliards, et généralement, le diagnostic compte pour 10% de ce volume. Donc, on estime que le marché du diagnostic de la NASH est environ de 2 milliards par an. Non, tu peux. Ok, voilà. Merci. Donc, voici un peu notre positionnement par rapport à la concurrence. Il y a énormément de développement de tests
soit qui visent, comme je vous ai dit, les états avancés de la maladie, principalement donc la fibrose. C'est les compagnies que vous trouvez en bas du diagramme, et les compagnies qui s'attachent à identifier la NASH, qui est l'activité de la maladie. Donc, plus tôt on prend la maladie, plus vite on peut la contrecarrer, et elle est réversible jusqu'à un certain point. Donc, on a choisi de se positionner sur ce créneau compte tenu de la versatilité, de la facilité de mise en place de notre test au plus près des patients, et notamment chez les spécialistes, qu'ils soient hépatologues, qu'ils soient endocrinologues ou qu'ils soient même, in fine, médecins généralistes. Tu peux avancer sur la prochaine. Donc, nous avons différentes collaborations, et notamment avec un hôpital, le CHU de Nice, et le professeur Rodolphe Anti, avec qui nous avons établi une collaboration et obtenu une preuve de concept de l'efficacité de notre test. Donc, encore une fois, les tests diagnostiques sont basés sur différents paramètres, qu'on appelle sensibilité, spécificité. Mais lorsque vous voyez le tableau en bas, on a établi une preuve de concept chez les personnes obèses. Ce qui est important de retenir, c'est la dernière colonne, où vous voyez que lorsqu'on applique notre test sur une population de 374 obèses, on arrive à bien classer 80% des patients, ce qui est déjà une très bonne performance. Et principalement, on améliore encore plus cette performance lorsqu'on s'adresse à des patients atteints d'obésité et qui sont également souvent atteints de diabète, où là, on augmente cette performance à plus de 90%. Donc, ces points préliminaires nous ont conduit à développer les études cliniques dont nous aurons les résultats de validation au cours du premier trimestre 2021. OK. Voilà. Merci. Donc, pour présenter brièvement le modèle économique, donc, on a un test qui est un test de dépistage, donc qui se doit d'être rapide et aussi économique si on veut pouvoir adresser un grand nombre de patients. Et donc pour ça, on a développé un capteur jetable, donc qui permet d'éviter tous les problèmes de contamination croisée et de procédures d'emploi compliquées. Donc on sort le capteur de son sachet, on le met en place et on lance la mesure. Pour cela, donc on a un capteur très simple qui sera vendu à l'hôpital entre 20 et 30 euros et qui nous coûtera donc moins de 10 euros, voire moins de 5 euros quand on sera en grande série. Et donc, pour opérer ce capteur, on a besoin d'un spectroscope, une machine qui va lire le signal qui sort du capteur. Et ça, c'est une machine qui peut soit se louer, soit se vendre. Et puis, donc, soit se vendre pour moins de 30 000 euros, soit se louer pour moins de 1 000 euros par mois. Donc, on reste à l'échelle hospitalière dans des coûts très, très raisonnables. Donc, le principe de diffusion, c'est de diffuser via des distributeurs pour pouvoir adresser rapidement une grande partie du marché et d'éduquer le marché donc, en travaillant avec des leaders d'opinion early adopters. Pour cela, donc, on a déjà 17 centres qui sont équipés chez ces leaders d'opinion. Et donc, ainsi de générer des publications pour pouvoir valider la pertinence de la technologie. Donc, on a déjà pour chaque application plus d'une publication dans des revues cliniques majeures de la spécialité, que ce soit Rheumatology ou Journal of Hepatology Reports. Et donc ensuite, on relaie cette information dans des congrès. Comme vous avez pu le voir, on a eu récemment donc une communication par poster affichée au congrès de la ASLD, qui est donc le congrès américain des hépatologistes. Et ce même poster a obtenu donc un prix donc au congrès NASH parisien, congrès international de la NASH à Paris. Ça a été le prix du poster lors de cette session. Donc, pour résumer Diafir à ce jour, donc on a déjà récolté plus de 6 millions d'euros, que ça soit donc en capital, ce qu'on appelle en non dilutif, ça va être essentiellement donc des subventions ou le crédit impôt recherche, mais essentiellement des subventions. On a eu par exemple une subvention de la DGA pour plus de 800 000 euros. Et donc parmi les prêts, donc il y a un peu de prêts bancaires et beaucoup d'avances remboursables BPI.
Et on a commencé à générer quelques ventes. Et donc maintenant, on sollicite donc les investisseurs, dont les membres d'Happy Capital, pour 900 000 euros, pour pouvoir donc finaliser vraiment notre phase de développement produit, avec donc le marquage CE de nos tests NASH et le début des ventes de l'arthrite septique, qui, on l'a vu, est un plus petit marché, mais qui est une excellente preuve de la pertinence de notre technologie dans le monde hospitalier. Et c'est pour ça que donc, on pousse aussi cette application qui est très intéressante. Alors, il y a aussi un point qui est important à soulever, c'est qu'on a donc 2 familles de brevets en propre, en plus de 2 licences exclusives de la part de l'Université de Rennes pour la fabrication des capteurs. Donc, notre matériel est protégé par donc, des brevets mondiaux. Les algorithmes sont protégés par le secret, parce que pour l'instant, on a pris le pari que les brevetés, c'est les publier. Après, on publie quelque chose qui est très facile à détourner. Donc, c'est une protection qui est plus aléatoire quand on parle d'algorithme. Le brevet est une protection plus faible. Et que donc cette étape, donc c'est la dernière étape de financement, on va dire en amorçage. Ensuite, on devra passer à des fonds de développement, notamment pour pouvoir généraliser la solution en Amérique du Nord, puisqu'on a vu que, et pour les arthrites septiques, et pour les infections articulaires, et pour la NASH, il y a un marché très important là-bas. Et on pourra y revenir, mais c'est dans le cadre d'une sortie de la société par un adossement industriel. Le fait d'avoir déjà un diagnostic à portée mondiale, c'est un gros plus. Enfin, dernier point, donc on a travaillé sur ces 2 applications lors du développement de Diafir, donc la NASH et l'infectieux. Et on sait qu'il existe dans la littérature, et on a même nous-mêmes des preuves de concept pour beaucoup d'autres applications. Donc la plus immédiate étant les infections sur prothèse, mais aussi les infections d'acide, c'est-à-dire du liquide abdominal. On sait que c'est aussi possible sur les infections du liquide céphalorachidien, c'est-à-dire les méningites. On a même quelques preuves de concept sur le cancer de la vessie. Donc en résumé, donc on a donc une technologie proche, une technologie propre et donc disruptive, donc des essais cliniques maintenant très poussés sur plus de 1500 patients, et donc une technologie adaptée au point of care, à une mesure proche et rapide, proche et rapide près du patient. Voilà, je pense qu'après, il est temps de passer aux questions. Ouais, merci beaucoup, Hugues. Merci beaucoup, Jérôme. Voilà, le caractère vulgarisé de vos explications, c'est toujours appréciable. C'est jamais facile de vulgariser une activité technique comme la vôtre. Bon, alors, on a eu pas mal de questions, et puis je vous invite tous à en poser tout pendant qu'on répond à celle-là, il n'y a aucun souci. Je vois qu'on a la joie d'avoir Hussein Firat avec nous. Donc Hussein qui travaille aussi dans le diagnostic médical. N'hésitez pas, Hussein, à poser vos questions aussi. Merci beaucoup de votre présence en tout cas. Voilà, Hussein qu'on avait financé il y a maintenant 1 an et demi avec une société qui fait des diagnostics sanguins en regard de la maladie d'Alzheimer. Je vois qu'il y a un écho. Est-ce que Hugues, vous êtes le seul à avoir un écho? Je ne sais pas. Maël, est-ce qu'il y a un écho chez toi? Oui, je t'entends avec un petit écho, Antoine. Ah, tu m'entends avec un petit écho. Ok. C'est supportable ou difficile? Un peu difficile, mais je pense que dans ce cas, si c'est difficile, vas-y, prends la main pour des questions, j'interviendrai de manière ad hoc. Ok. Donc, du coup, on va passer aux questions. N'hésitez surtout pas, pour ceux qui auraient des questions en live, on les prendra ainsi. Du coup, on va d'abord commencer par une question de Monsieur Brisson,
qui posait donc une question concernant les innovations, la protection des innovations. Voilà, quelle garantie en fait en termes de propriété intellectuelle, voilà, de la protection de votre propriété intellectuelle, pouvez-vous offrir, Monsieur Tariel? Donc, je l'ai brièvement évoqué dans la dernière slide. Donc, en gros, le savoir-faire de Diafir, il est vraiment spécifique sur 2 points. Le premier, c'est les capteurs, parce qu'on a des optiques uniques, des optiques infrarouges uniques, qui sont protégées donc par des brevets, puisque là, dans ces cas-là, c'est visible. Donc, tout ce qui est visible est très facile et plus sûrement brevetable. C'est aussi protéger ces capteurs par un savoir-faire, puisque les fibres et les éléments, le verre qui les compose sont très particuliers à fabriquer. Je pense que nous fabriquons nos propres verres et donc nos propres capteurs. Et il y a 3 ou 4 sociétés dans le monde qui seraient capables de faire les mêmes au maximum, et encore qui pour l'instant n'en l'ont pas au catalogue, loin de là. Donc sur le capteur, on a et une protection par brevet et une protection donc par savoir-faire, il y a une barrière à l'entrée qui est significative. Donc l'autre savoir-faire, c'est les algorithmes. Et là, les algorithmes, ça va consister à aller prendre des valeurs du spectre multipliées par des coefficients pour obtenir un score. Et là, pour l'instant, on a estimé que protéger cet algorithme, ça veut dire le publier. Donc après, il est assez facile de le modifier légèrement pour sortir du périmètre de protection. Donc on préfère les protéger par le secret, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas divulgués dans nos publications. Ils sont juste présents dans la machine sous forme de code machine, donc c'est-à-dire qu'ils ne sont pas explicites. Donc là, on a une protection d'un côté par le secret, de l'autre côté par des brevets. Super. Après, je pense qu'on pourrait enchaîner avec potentiellement la question de Monsieur Firat, qui souhaite en savoir plus au niveau de la technologie, notamment vous utilisez la spectroscopie. Donc, il pose la question suivante: quel type de biomarqueur pouvez-vous quantifier en utilisant la plateforme du coup que vous proposez? Alors, donc on fait de la spectroscopie dans le moyen infrarouge. Son intérêt, c'est qu'on a donc dans cette zone des vibrations primaires de la plupart des biomolécules, c'est-à-dire des liaisons organiques type CO, WCO, CH. Et donc, on peut caractériser des familles de composés organiques tels que certains lipides comme les triglycérides, les phospholipides, des acides aminés. Et donc, l'intérêt, c'est qu'on obtient en une seule mesure un profil métabolique qui va varier. Donc, on ne va pas les mesurer un composé particulier, le doser. On a vraiment une vue d'ensemble, une vue globale. La spectro-infrarouge, c'est la technique de métabolomique la plus simple à mettre en œuvre. Donc, c'est pour ça qu'elle est appropriée à des tests auprès du patient rapides, mais c'est pas la plus fine pour identifier des composants. On a vraiment une image du métabolisme et on sait que dans cette image, on a des signaux forts qui nous permettent d'établir un diagnostic. Donc, c'est pas un biomarqueur, une molécule en particulier, c'est vraiment un profil particulier qui est notre biomarqueur. Si Monsieur Firat a d'autres questions, ces questions sont les bienvenues. Après, on a d'autres questions également, notamment une question de Madame Bouvray, qui était la suivante. J'y accède. Où en est le développement de vos produits actuellement? Est-ce que on sait que par exemple on a une phase préclinique qui va être suivie par une phase clinique. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire au niveau de votre test de diagnostic que vous proposez actuellement? Donc, comme on l'a dit, on a un test Sinofast qui est marqué CE, donc qui est en phase de commercialisation. Et donc, le second test, la nage sur les obèses, on espère arriver à ce cap donc en début d'année prochaine. Donc, on est vraiment sur la fin du développement et la phase de commercialisation. Et là, après, pour passer au détail de commercialisation, je laisserai Jérôme et Loïc détailler plus précisément cette phase-là.
Après, du coup, je prends les questions qui nous ont été posées dans le forme d'inscription. Euh, Monsieur Clément notamment demandait pourquoi, après ça sort un peu de l'angle purement médical, mais pourquoi vos comptes ne sont pas publiés? Parce que forcément les investisseurs regardent également voilà, au niveau des documents financiers. Et du coup, il a sans doute remarqué que vos comptes n'étaient pas publiés pour l'année 2020. Pouvez-vous expliciter un peu à ce niveau-là? Alors, ça, c'est plus des décisions des comptables. Il faut savoir qu'on n'est pas une société cotée, donc on n'a pas cette obligation. Je pense que les comptes sont disponibles les derniers comptes sont disponibles sur le site pour les investisseurs. Après, cette année, en plus, je pense qu'on a eu le handicap Covid, comme beaucoup, c'est-à-dire que on a eu la certification par notre commissaire aux comptes en juillet, donc après, une assemblée générale en septembre, donc bon, effectivement, cette année en plus, on a eu des contraintes techniques supplémentaires. Mais les comptes on a des comptes qui sont donc certifiés et qui sont disponibles pour les actionnaires. Après, je vais enchaîner du coup avec une autre question, celle de Monsieur Philippe Rével. Je trouve que voilà, vous aviez déjà répondu à cette question, mais je pense que c'est peut-être voilà l'occasion de développer un peu plus au niveau du marquage CE. Vous avez dit que vous avez un test qui avait déjà, du coup, Sinofast, qui avait déjà été marqué, bénéficier du marquage CE. Et qu'est-ce qu'il en est du test Nashmir? Donc le test Nash, si tu veux répondre Jérôme ou Oui. Donc, eh bien, le test Nash sur les obèses, comme présenté dans la diapositive, nous avons finalisé le recrutement de patients pour valider cliniquement les performances du test. Nous allons analyser ces données. Donc, c'est une étude multicentrique. Donc, il y a 7 centres impliqués en France et en Belgique. Plus de 300 patients inclus. Nous allons analyser les données au cours du premier trimestre de l'année 2021. S'en suivra un dépôt de dossier de demande de marquage CE sous ce qu'on appelle l'autocertification. Et donc, ce marquage devrait être obtenu au plus tard à la fin du deuxième trimestre de l'année 2021. Super. Je pense que vous l'avez dit également, notamment concernant la question de Monsieur Brisson, que l'un des avantages de Nashmir et de Diafir par extension, c'est vraiment la facilité d'utilisation et de prise en main en fait de vos plateformes et de votre test. Je pense que ça rejoint pas mal la question de Monsieur Brisson qui demande si il sera possible à l'avenir voilà d'appliquer votre produit à la télémédecine. Plus exactement, voilà, est-ce qu'on pourra transporter de manière sécurisée les échantillons et les analyser en dehors d'un centre médicalisé? Je te laisse répondre, Jérôme, ça va? In fine, vous avez différentes catégories de tests, mais vous avez les tests de diagnostic donc, qui se font par des personnes formées et ça peut être soit chez un médecin, hein, vous avez déjà des tests rapides d'orientation diagnostique, par exemple, pour voir si vous avez une angine bactérienne ou virale. Hein, ça se fait déjà très simplement. Ou d'autres types de tests. Et puis, vous avez ce qu'on appelle les autotests. Donc, et l'exemple le plus simple, c'est le test de grossesse. Voilà, entre autres. D'accord? On ne rentre pas dans cette catégorie. Les tests qu'on va devoir, que nous développerons, sont des tests qui seront faits, opérés par des personnes qui seront formées, mais le déploiement maximum qu'on peut entrevoir pour la technologie Diafir sont au plus près du patient, soit dans le cadre d'un cabinet médical, soit dans le cadre d'une maison de retraite, soit dans le cadre d'un hôpital ou d'une clinique. Mais ce ne sera pas un autotest, comme le test de grossesse, par exemple.
Bah, merci de votre réponse. Je pense qu'on va rentrer un peu plus dans l'aspect technique des choses avec les questions de Monsieur Firat. Il posait deux questions, notamment la première étant de savoir si les résultats du coup des tests Nashmir et voilà Sinofast sont-ils qualitatifs ou quantitatifs. Et la seconde question étant de savoir si on pouvait utiliser l'électrophorèse capillaire pour mesurer les biomarqueurs de la NASH. Je vous prie de vulgariser déjà pour l'ensemble de l'auditoire. Voilà, je sais qu'il y a pas mal de termes techniques dans ces questions. Et monsieur Bernard, si jamais, ou monsieur Tariel, si jamais vos questions, enfin, la question n'était pas claire, Hussein, n'hésitez pas à prendre la parole, hein, c'est avec plaisir. Okay. Alors, pour la première question qui est-ce un test qualitatif ou un test quantitatif, la spectroscopie moyenne infrarouge peut avoir un aspect quantitatif dans certains cas ou un aspect qualitatif. Dans le cas présent de la NASH ou de Sinofast, c'est un aspect qualitatif. Donc, comme expliqué par Hugues, nous avons une mesure d'une empreinte métabolique. Donc, on est capable d'identifier une empreinte qui est liée à une physiopathologie, donc un état pathologique par rapport à un état physiologique normal, que nous avons associé soit à l'infection ostéo-articulaire dans le cadre du liquide synovial, soit à la NASH dans le cadre du sérum, et c'est une empreinte qualitative. On est capable, nous comprenons, nous avons identifié les variables spectrales associées aux grandes familles, comme Hugues a dit, soit dans le cadre principalement de la NASH, qui peuvent être associés à des lipides, des glucides, des carbohydrates ou des aminoacides, d'accord? On est capable de connaître, si vous voulez, le nom de famille, mais la spectroscopie moyenne infrarouge, à certaines limites, ne vous donnera pas le prénom du membre de chacune de ces familles, si je devais vulgariser. Dans le cadre de Sinofast, nous avons des variables assez clairement identifiées et qui se retrouvent pas seulement dans l'infection ostéo-articulaire, mais également dans d'autres types d'infections d'origine bactérienne. C'est un gros avantage. On a réussi à faire une cartographie. On retrouve cette marque ou ce profil métabolique systématiquement dans différents types d'infections et dans différents types de liquides biologiques, ce qui est intéressant. Et nous continuons à travailler en interne pour effectivement identifier le prénom de ces membres ou de ces variables spectrales, hein, comme je vous dis. On a trouvé le nom. On va essayer d'identifier les membres de la famille qui nous permettrait in fine, en fait, d'identifier et de protéger cette empreinte métabolique spécifique. Et à ce moment-là, vous avez une sorte de parapluie qui permettra, grâce à notre technologie, de protéger cette empreinte métabolique qui pourrait être identifiée non seulement par un test moyen infrarouge, mais par d'autres technologies, peut-être l'électrophorèse. Je ne suis pas suffisamment spécialiste de l'électrophorèse, mais c'est une approche possible, hein, de stratifier les différents métabolites par électrophorèse. Mais in fine, quelle que soit la technologie, en fait, on pourrait bloquer cette empreinte au niveau mondial. Et quelle que soit la technologie biochimique, moléculaire, moyenne infrarouge, on serait les détenteurs de cette empreinte au départ. On pourrait licencier ce brevet à toute autre technologie. Et ça, c'est la finalité et c'est sur ça qu'on travaille actuellement également, en plus de mettre sur le marché ces tests de première intention. Pour revenir un peu dans des termes beaucoup moins techniques, Oui. je vais vous poser quelques questions qui m'ont été posées par d'autres investisseurs. Et en fait, la question était de savoir, la NASH est quand même une indication qui touche aujourd'hui des millions de personnes. Comment expliquez-vous que à l'heure actuelle, on n'a pas encore eu de tests efficaces, tout autant que celui proposé par Diafir, permettant de détecter la NASH à un niveau précoce? Je t'en prie, Loïc. Hussein Firas va sûrement confirmer ce que je vais dire. Je connais un peu aussi le domaine dans lequel il travaille. On pourrait parler de la maladie d'Alzheimer
et dire que c'est une maladie qui est connue depuis suffisamment de temps pour qu'aujourd'hui, à ma connaissance, le nombre de tests fiables soit excessivement limité ou si ce n'est en cours de développement, alors que des dizaines et des dizaines de sociétés ont travaillé là-dessus. Parce que la maladie d'Alzheimer, c'est une démence parmi d'autres démences et il y a beaucoup de difficultés. Mais pour revenir sur la NASH, c'est un momentum, c'est une maladie une maladie qui évolue et ainsi de suite. Et c'est une maladie qui a une pénétration qui est absolument importante, mais ça reste une maladie quand même qui est assez récente. Et c'est le développement des médicaments, c'est le développement de la thérapeutique qui a poussé à développer le diagnostic, parce que les industriels, ils ont des modes d'action qui sont bien spécifiques à certains moments ou certaines caractéristiques de la maladie, et ils veulent être capables de faire rentrer dans leurs études des patients qui sont bien caractérisés, et c'est pour ça que jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu énormément de tests qui sont sortis. C'est une maladie qui est récente, enfin, même si on peut en parler depuis 10-15 ans, c'est rien à l'échelle du développement des médicaments et autres et tout. Et voilà, ça fait partie des choses complexes, et je pense que la technologie et en tout cas les résultats préliminaires de Diafir sont très intéressants dans ce domaine-là. Morel, merci beaucoup pour cette réponse exhaustive. Je pense là on va plus s'attaquer du coup l'aspect développement et puis conquête de marché de Diafir. Aujourd'hui, on sait quand même que le marché américain, autant en termes d'obésité donc et en termes de NASH, c'est un marché qui pèse lourd. Excusez-moi ce mauvais jeu de mots sur le plan mondial. Quand est-ce et comment entendez-vous pénétrer et vous installer sur sur le marché américain? Le camp, ça sera, on va dire, ça sera l'étape suivante, mais c'est comme évoqué dans la présentation, on va pas aux États-Unis comme ça, donc ça va demander des levées de fonds plus significatives. Et donc concrètement, ça veut dire qu'il faut qu'on valide vraiment la pertinence en Europe, et pour ensuite aller aux États-Unis à partir de 2022-2023 pour faire des études cliniques. Et ensuite, à partir de là, on pourra envisager d'aller sur le marché. Donc, ça veut dire que l'approche du marché américain sera... l'arrivée sur le marché américain, c'est à 5 ans. Par contre, c'est ce qu'on disait, j'ai vu des questions aussi sur les opportunités de sortie. Je pense que dès qu'on commence à avoir des preuves de résultats sur le marché américain, c'est une opportunité de valorisation de la société et donc de sortie pour les actionnaires. Donc vous le situerez plus à horizon 5 ans en fait. Non, ça peut être avant en fait. 5 ans, c'est pour vraiment commencer à vendre et s'établir, mais on peut avoir des résultats sous 3-4 ans maximum, qui peuvent déjà nous montrer qu'on a une pertinence sur ce marché, des résultats techniques. Et après, mais effectivement, pour l'aborder façon commercialement, par contre, oui, c'est à plus de 5 ans. Si je peux dire un mot, dans ce marché, comme vous l'avez dit, il n'y a pas énormément de produits. Donc, par définition, les premiers résultats, s'ils sont pertinents, pourront intéresser à la fois des sociétés thérapeutiques ou bien des sociétés de diagnostic. On sait que dans le domaine du diagnostic, la consolidation, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment excessivement présent. Donc, les sorties par session sont très très fréquentes. On a un marché du diagnostic en France, également en Europe et également aux États-Unis qui est excessivement segmenté, parcellisé et ainsi de suite. Il y a certes des gros acteurs, les Biomérieux, les Abbott et autres, certes, mais par contre, il y a une flopée de petits acteurs et au fil du temps, ces petits acteurs commencent à se consolider
Hein, c'est ce qu'on voit aussi dans le marché de la biologie, des biologistes en France. Hein. Il y avait 1500 ou 1200 biologistes en France. Il y a plusieurs milliers de biologistes en France. Et aujourd'hui, il doit y avoir à peu près 5 à 600 parce maintenant, on a des gros groupes, Exalab et autres, et ainsi de suite. Donc, cette consolidation dans le diagnostic, elle est importante. Donc, c'est une opportunité de sortie. Dès que la société va avoir des résultats qui vont être intéressants, dans les 18-24 mois, il y a des possibilités sur la NASH. Mais ce qui est aussi intéressant dans la société, indépendamment de la technologie parapluie, si on veut dire, qui s'applique à plusieurs maladies, il y a également la commercialisation du Sinofast dans les infections ostéo-articulaires, où il y a à la fois une opportunité en France, en Europe, et puis également aux États-Unis. Donc, ça peut intéresser également des acteurs. Merci pour cette question. Justement, je rebondis sur la question d'Antoine et puis de Monsieur Firat. Est-ce que aujourd'hui vous avez un premier marquage CE au niveau de Sinofast? Est-ce que ça laisse présager du coup, on va dire d'une possibilité d'obtenir un marquage CE pour Nashmir un peu plus facilement que cela n'a été déjà pour Sinofast? Et voilà, d'une part, ça c'est la première question. Et après, de savoir si, alors je pense que c'est une question un peu voilà, supplémentaire, de savoir quel est vraiment le business model, quoi. Le business model, est-il de vendre des spectroscopes ou alors des biomarqueurs? Ben, je peux répondre à cette question. Dans le diagnostic, globalement, oui, je crois qu'on va faire des trous, excusez-moi. Si c'est le cas, j'arrête. Dans le diagnostic, clairement, on est dans le Nespresso. Les machines, les consommables, on est dans les rasoirs et les lames. Clairement, ce sont les consommables qui sont intéressants. On est sur des machines de radiologie dans la medtech et des choses comme ça. On vend des grosses machines et ainsi de suite. Quelquefois, on vend des petites machines avec des consommables, des sondes et ainsi de suite. Mais dans ce marché-là, on est véritablement sur le marché du consommable. Et le business model, il est très simple. Aujourd'hui, Diafir est une société qui a une très bonne technologie, qui a peu de collaborateurs, mais des collaborateurs de valeur. Et clairement, avec un premier produit, ce qu'il faut faire, c'est passer par des distributeurs. On a une bonne connaissance des distributeurs en Europe. Et l'idée, c'est d'approcher dès le premier trimestre ces distributeurs qui vont distribuer le produit. Voilà. Et également après, une fois qu'on aura déjà une petite expérience en France et en Europe, d'aller approcher des distributeurs aux États-Unis qui sûrement recommenceront ou feront des études additionnelles. Et c'est comme ça que le produit va se développer, le produit Sinofast. Après, pour rebondir sur la question du marquage CE, j'ai envie de dire la réponse, elle est clairement oui, puisque 80% du dossier, voire 85% du dossier de marquage sera le même dans Sinofast que dans Nashmir. Et donc, on aura ce qu'il faut pour faire le marquage CE. Par contre, là où il faut être honnête, où il y a un risque, c'est qu'on peut marquer CE un test, ça veut dire que 1, il fonctionne, 2, il n'est pas dangereux. Après, l'incertitude qui va rester au niveau de la NASH, c'est quel niveau de performance est-ce qu'on va pouvoir maintenir ou améliorer nos performances qui nous laisseraient parmi les meilleurs du marché, ou est-ce que les tests qu'on fait, malheureusement, amèneraient une baisse de performance? Il y a une petite incertitude de ce côté-là. On a déjà fait beaucoup de patients, donc on est confiant. Mais on va dire que l'obstacle, c'est pas tant le marquage CE, parce que ça, on a tout ce qu'il faut, on a la certification ISO, on a tous les éléments pour faire le marquage CE, mais après, un test doit être marqué CE, mais c'est une condition, on va dire, nécessaire pour vendre, mais pas forcément suffisante. Par contre, pour le Sinofast, aujourd'hui, il y a des résultats qui sont excessivement intéressants. C'est un test, c'est ce qu'on appelle un test rule-out, c'est-à-dire que quand on a un patient devant soi qui a un gros genou ou un gros genou, ça va être très simple. Qu'est-ce qu'on va faire? La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va piquer, après avoir examiné machin et interroger le patient, bien entendu, on va piquer pour retirer du liquide, pour soulager, parce que c'est le liquide qui fait mal et ainsi de suite. Et puis après, on va analyser le liquide synovial. Et ce qui est très important aujourd'hui, c'est que comme ça prend du temps, 24, 48, 72 heures,
on met les gens sous antibiotiques d'emblée en attendant les résultats de savoir si oui ou non c'est infectieux. On hospitalise éventuellement les patients. Un test comme le test Sinofast, il a une valeur prédictive négative de 98%. Ça veut dire que quand vous avez 100 gros genoux qui se présentent, 100 gros genoux où le test vous dit il n'y a pas d'infection, dans 98% des cas, pour 98 patients, on a raison. Donc, cette valeur prédictive négative, elle est très importante parce que ça veut dire que vous pouvez renvoyer ces patients chez eux. Il n'y a pas besoin de les mettre sous antibiotiques, ce qui est un vrai problème aujourd'hui, indépendamment du coût. Le coût, c'est important, l'hospitalisation, c'est important. Mais le plus important, ce sont cette antibiorésistance qui va amener des problèmes majeurs dans le futur. Donc, ce qu'il faut, il y a toutes ces campagnes publicitaires sur l'usage abusif des antibiotiques, mais c'est très important, et notamment dans ces pathologies où on va de plus en plus utiliser des antibiotiques de Xème génération, et on va un jour atteindre des limites. Il y a très peu de recherche dans le monde de l'antibiothérapie. Donc, ce qui est important avec Sinofast, c'est que dans 98% des cas, si le patient il est négatif, il est négatif. Donc ça, c'est vraiment un résultat qui est hyper intéressant. Et dans le NASH, on vise plus de 80%. C'est moins. Par contre, c'est très intéressant. Est-ce que vous vous rendez compte que dans 80% des cas, on va pouvoir dire aux patients, vous n'avez pas besoin d'avoir une biopsie hépatique. Là, il y a des coûts, il y a des complications, et on a une telle population atteinte de NASH qu'on ne va pas pouvoir faire des biopsies à tous les patients qui ont des NASH. C'est pas possible économiquement. Donc, ce qu'il faut, c'est des tests qui sont des tests d'orientation rapide. Et c'est vraiment l'avantage de cette société, c'est de se concentrer sur ce type de tests, à la fois dans les infections ostéo-articulaires et dans la NASH, et dans d'autres éventuellement. Merci beaucoup, M. Morel, pour encore cette réponse qui, à mon avis, parle à tout le monde. Ouais, très bien. Qui est très, très détaillée et qui parle à tout le monde. Justement, ce qu'on retient, c'est qu'aujourd'hui, du coup, dans 80% des cas, avec Nashmir, et dans 98% des cas avec Sinofast, on va pouvoir vous dire, OK, vous n'avez pas d'infection articulaire, vous n'avez pas vous n'avez pas la NASH, et du coup, vous pouvez rentrer à la maison au lieu d'aller directement faire une biopsie qui va vous coûter entre 600 et 1000 euros. Oui, et puis dans la NASH, on va continuer à monitorer ces patients. Bien entendu, les patients qui sont dans ce momentum évolutif de la maladie hépatique, eh bien, on les laisse pas, on les renvoie pas dans la nature sans rien. On les revoit tous les 6 mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois. Mais c'est pas la peine de faire des biopsies si c'est pas nécessaire. Voilà. Une dernière petite question. L'objectif avec Nashmir et avec Sinofast, c'est de l'appliquer au plus grand nombre de personnes. Forcément, se pose la question du prix de ces tests, en fait, pour qu'ils soient le plus abordable possible au plus grand nombre d'utilisateurs, de potentiels malades. Donc, oui, vous avez raison. Et aujourd'hui, le prix de la machine est entre 20 et 30 000 euros, on va dire 30 000 euros, et le prix du test était autour de 30 euros. Il y a des moyens de liser les machines. C'est quelque chose qui se pratique de manière très régulière dans le monde du diagnostic en Europe et dans le monde de la medtech également. Et un test à 30 euros, c'est à notre sens aujourd'hui un test qui se positionne excessivement bien sur le marché par rapport à tous les autres tests de biologie moléculaire qui sont beaucoup plus chers. Super. Donc, merci. Et avant de clôturer, du coup, cet échange qui a été riche en informations, est-ce qu'il y aurait potentiellement encore, on va dire en anglais, on dit room for improvement. Est-ce qu'il y aurait pour le test Nashmir, voilà, un potentiel de progression et d'amélioration, comme l'a mentionné M. Brisson? Après, je pense qu'il y a deux choses. Oui, le premier, c'est qu'on est basé sur de l'apprentissage de statistiques. Donc, plus on va élargir notre pool de patients, meilleur sera notre apprentissage et donc notre test. Donc ça, c'est, on va dire, les améliorations à court terme. À moyen terme, on a bien sûr des idées pour améliorer notre système et notamment, donc on parlait d'une machine à 30 000 euros qui est très abordable pour un hôpital.
Pour un pharmacien ou un médecin libéral, ça ne l'est pas. Et on travaille déjà donc pour à moyen terme arriver à une machine qui soit plus compacte, encore plus simple et du coup moins chère, qui puisse aller chez quasiment tous les médecins avec un objectif de prix donc qui sera divisé encore par 5 ou 6 par rapport à ce qu'on a actuellement pour pouvoir justement sortir de l'hôpital et aller chez le médecin libéral. On sait typiquement qu'un rhumatologue de ville, quand il a justement un patient avec un gros genou, s'il a une suspicion d'infection, il doit référer son patient à l'hôpital, donc il perd son patient. Donc pour un ou deux patients de temps en temps, il ne va pas acheter une machine à 30 000 euros. Par contre, une machine beaucoup plus petite, ça va l'intéresser parce qu'il va pouvoir, mieux soigner son patient et accessoirement, du coup, le garder s'il n'a pas d'infection. Donc oui, il y a des moyens de rendre l'appareil encore plus simple et plus facile d'utilisation et plus accessible. Merci beaucoup pour ces informations. Et du coup, sachez à toute l'Assemblée, on vous remercie bien sûr de votre participation. Sachez qu'aujourd'hui, la société